bonsoir à tous et bienvenue à SBS Sport Business Squad, votre émission qui vous parle bien sûr de l'économie, du management et du marketing du sport. Aujourd'hui, on va encore parler de sport, ce n'est pas une surprise, on parlera de football féminin dans toute sa splendeur, dans toute sa partie économique et surtout dans toute sa partie managériale. Nous allons faire un tour sur le FIFPro qui tacle les managers des clubs camerounais. Dans l'actualité et dans la statistique, nous allons voir les sélections féminines et leur présence dans les réseaux sociaux. Nous allons avoir bien sûr un regard sur la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France et bien sûr la ville de Lyon, la ville qui est consacrée sur le football féminin en France. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de mes partenaires de choc. On les prend tout à l'heure et on revient. Comme je vous le disais, vous êtes bien à SBS pour tous ceux-là qui viennent de nous retrouver. Ils sont entourés de moi. Non, je suis entourée d'eux, je veux dire. Et je suis entourée, bien sûr, de Gislain, de Christian Dimad. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, et vous? Ah, pourquoi je me vois? On est à tu, ici, on est tous des amis, on est tous des frères, on est tu. Et tu vois comment tu vas? Moi, je vais bien. Bon, maintenant, je peux dire comment vous allez, mes téléspectateurs. Bon, si vous voulez. J'espère que la Saint-Valentin était très bien célébrée chez vous il y a quelques jours. J'étais chez moi, oui. Ça allait, tout allait bien. Ok, d'accord. C'était cool, c'était cool. Et toi? Tu rayonnes de Saint-Valentin. On a beaucoup dépensé, c'était pas facile. On parle de dépenses, on va parler de finances. On va se tourner vers Yves Sequet, qui est bien sûr le consultant financier et CEO de CFP. Comment tu vas, Yves? Non, je vais très bien. Et la Saint-Valentin? La Saint-Valentin. On a parlé de Christian a dit qu'il a beaucoup dépensé. Donc. Je préfère rester très muet parce que vous savez, Saint-Valentin et finance, c'est étroitement lié. Et il y a beaucoup de foyers qui pleurent actuellement. Donc, bouche cousue. D'accord. Je vais passer la parole à celui qui est direct en face de toi, Pierre Toukoulou, qui est bien sûr le CEO de Tattoo Vibes. Coucou Tattoo. Coucou, ça va toi? Ouais, je vais bien, merci. Et toi? Bah écoute, ça va, on pète la forme. Bien sûr, je vais te parler de Saint-Valentin. Obligé. Ouais. Bonne fête Saint-Valentin à toi aussi. Merci, je pense que je donne la parole directement à Francis Longuené, CEO de Romco Entertainment. Bonsoir Franck. Salut Akshay et salut à tous tes téléspectateurs. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour partager l'amour de l'économie, du management, du marketing, du sport. Bien évidemment. Et c'est avec voilà, on est fiers, on est content d'être là. Ça c'est la 12e, la 13e émission. 12e. Ouais, voilà. Donc, on évolue progressivement. Moi, je vais dire que les téléspectateurs aussi, en votre nom, je vais parler. Je suis sûr que vous êtes très contents de les avoir. Ouais. On va donc entrer directement dans l'actualité du sport. Dans un courrier adressé à la CAF, la branche Afrique du syndicat mondial des footballeurs professionnels s'indigne du non-paiement des salaires des joueurs dans les clubs, évoluant bien sûr dans le championnat camerounais. Et on va voir ce reportage, un dossier qui a été bien traité par Yulen Etouké. Regardons ce dossier et revenons pour en discuter plus amplement. Point de bons outils. La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels Division Afrique dénonce, elle en a marre. Dans cette lettre adressée le 8 février dernier à la Confédération africaine de football, la FIFPro notifie le non-paiement des salaires dans le football camerounais. Par la voix de son secrétaire général, Stéphane Burch-Kalter, elle invite l'instance supérieure du football africain à ne pas y aller de main morte dans cette situation. Déclarant, je cite, « Il demeure en effet inacceptable, alors que le championnat national n'a toujours pas débuté, que des dettes contractuelles aussi importantes ne soient pas encore honorées et que la fédération n'impose pas à ses clubs un plan de régularisation rapide, en accord avec le SINAFOC, pour permettre à ses joueurs salariés de pouvoir vivre dignement dans le respect des contrats signés et correctement honorés par ces mêmes joueurs. Nous attendons de votre part, cher monsieur le secrétaire général adjoint, des gestes forts en faveur du respect des contrats de tous ces footballeurs en détresse. » Fin de citation. Dans une autre lettre, cette fois adressée au président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombo Ndjoya, on retrouve une liste de 24 clubs camerounais
ayant des dettes envers leurs joueurs. Dans cette liste, ici en images, on retrouve AS Matello, National Polytechnique, PWD de Bamenda, Cosmos Football Academy, Yafoot, AS Etoameki, Canon Sportif de Yaoundé, Gaoundéré University FC, Bank Bouillet de Nkambe, Renaissance de Nkoumou, Racing de Bafoussam, Aigle Royal de la Menois, Tonnerre Kalara Club, Dragon Club de Yaoundé, Unisport du Onkam, AS Fortuna, Feuthieu FC, New Star de Douala, Fovu Club de Baham, Unisport de Douala, les Astres de Douala, Colombe Sportif d'Unja et Lobo, APGS Dunfou, Avion Football Club Academy. À tous ces clubs, il leur est reproché des mois de salaire impayés, de quoi faire des vagues auprès des destinataires de cette correspondance, Theo Van Segelen, secrétaire général de la FIFPro, et Jérémy Sorenditap, président du SINAFOP. Ceux-ci invitent par ailleurs les dirigeants de la FECAFOOT à donner un coup de collier au football camerounais, car aux grands mots, les grands remèdes. On va dire que c'est un problème criard sur ce non-paiement des clubs. Alors, Christian Dumas-2, j'y suis coaché tellement de crises, Franck et tout. Donc, excuse-moi, Christian, dis-moi, comment expliquer ce phénomène de non-paiement des clubs camerounais? Oui, il faut dire que c'est une tradition. Tradition? Oui, dans le championnat camerounais. C'est pas une affaire d'aujourd'hui. Depuis longtemps, nous savons que nos joueurs ne sont pas payés, malgré la mesure prise par l'État de donner des salaires de base aux joueurs de Ligue 1 et Ligue 2, à savoir 100 000 francs pour les joueurs de première division et 50 000 francs pour les joueurs de deuxième division et le double pour les encadreurs. On constate que lorsque les clubs perçoivent cet argent, ils l'utilisent à d'autres choses. Et ça devient une tradition selon toi? Ça devient une tradition, c'est un phénomène dont on en parle depuis. Je vous prends l'exemple de Renaissance Nongoumou, dont le président a clairement déclaré cette saison qu'il ne paiera aucun salaire. Non, il a parlé quand même de 1500 francs de primes de match. Ce sont les primes. Là, on parle de salaire. Ce que le joueur paye sur la fin du mois. Exactement. Salaire d'un employé. Il a clairement dit, je ne paye pas les salaires cette saison. Je ne paierai que les primes de match gagnées, les primes d'entraînement et les primes de déplacement. Ça, c'est très grave. Ça veut dire, au moment où le club attend la subvention de l'État pour payer les salaires des joueurs, le président lui dit clairement que ces joueurs n'attendaient pas. Quand l'État va donner cet argent, n'y attendez rien. Vous n'en aurez rien. Vous allez contacter de vos primes de victoire en cas de match gagné, primes d'entraînement et primes de victoire. Vous voyez qu'il y a une sorte de, permettez l'expression, de malhonnêteté qui anime certains dirigeants du club. Oui. Le SINAFOC nous le montre à suffisance. La saison dernière, sur les 33 clubs de Ligue 1, Ligue 2, 24 n'ont pas payé les salaires. On n'avait que 6 qui ont régulièrement payé les salaires de leurs joueurs. Il y a Eding, il y a UMS, il y a Stade Renard, il y a Coton Sport et dans une moindre mesure, Dynamo de Douala. À revoir. Est insolvable. Ça démontre très bien que effectivement il y a un sérieux problème. Peut-être pas lié à la mentalité des présidents de club, mais lié à la conjoncture. Vous voyez, les clubs ont du mal à faire des recettes. Et les clubs sont jurés à la petite semelle. Non, mais à la base, un club doit déjà avoir un financement avant d'attendre une subvention de l'État. Absolument. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais la conjoncture et cela est permis, se fait grâce à la complicité, je le dirais ainsi, de l'État et de la Ligue. Parce qu'en principe, je l'avais dit un jour dans une médiatique, je suis favorable, moi, à ce qui me concerne, comme ailleurs, on le voit ailleurs, à un championnat de luxe où nous participons ceux qui peuvent et non ceux qui veulent. Ah, Francis le dit ici, dans toutes les émissions, voilà. Francis le dit. Effectivement, comme vous êtes en première division, en deuxième division, les clubs qui peuvent. C'est-à-dire, on vous dit, si vous pouvez présenter un capital de 50 millions, au moins, c'est un exemple, pour jouer en première division. Si vous ne pouvez pas, vous verrez que les clubs recruteront les meilleurs joueurs parce qu'ils ont des moyens et le championnat se retrouvera relevé. Mais en l'état, quand vous avez une flopée de clubs, 18 clubs, et personne n'arrive à payer les salaires de ces joueurs, la qualité du championnat prend un coup et la valeur même de notre football est sérieusement compromise. Alors Yves, Christian a parlé de conjoncture. On va dire que si un club n'a foncièrement pas d'argent de base dans ses caisses, il y a quand même les subventions de l'État. Où vont les subventions de l'État dans ce cas précis? Où vont les subventions de l'État? Avant de répondre vraiment à cette question, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que déclarer un capital ne suffit pas vraiment à garantir le paiement des salaires. On est d'accord. Il y a plein de clubs, je suppose, aujourd'hui, qui ont peut-être déclaré, je prends un exemple simple, 10 millions. Mais ça ne veut pas forcément dire que ces 10 millions qu'ils ont mis
dans le club comme charge d'exploitation. Bon, pour pallier à tout ce qui est charge d'exploitation, trésorerie initiale. Donc, il faut déjà comprendre ça. Ils n'inscrivent que le capital peut-être pour passer les statuts et tout autre, mais maintenant sur le terrain, en général, c'est cette somme qui divise peut-être par 15 et c'est finalement ça qui est réellement... Il y a pas de commission qui vérifie ça? Justement, c'est pour ça que je dis l'autre là, je ne voudrais pas entrer dans ça. mais puisque nous sommes dans les finances, c'est un problème criard. Quand Christian nous dit que ça fait des années, ça devient une tradition, il faudrait bien qu'on regarde. Où sont les commissions qui vérifient qu'exactement il y a une caisse noire où il y a cet argent qui est posé, qui est déposé? Comment vous voulez qu'on mette en place, ou bien qu'ils comprennent qu'on doit mettre en place ce type de commission, si déjà ils ne comprennent pas qu'ils doivent penser rentabilité? Pour l'instant, on est encore toujours dans cette idée comme on doit jouer au football comme si on jouait au quartier. Le mot commun, c'est le 2-0. Mais non, c'est plus ça. Il faut penser à la rentabilité. Et la rentabilité, c'est si j'ai inscrit 2 millions de capital, il faudrait que je puisse utiliser ces 2 millions de capital pour la prospérité financière du club. Mais en général, ils ont inscrit 2 millions. On se retrouve à jongler avec 500 000 francs et tout. Donc, il faut déjà une certaine transparence à ce niveau. Ça va vraiment nous garantir que ce qu'ils ont inscrit comme capital, c'est tout ça qui est vraiment utilisé pour mettre en avant le club. Je pense que, bien sûr, tu vas ajouter quelque chose à ce que Christian et Yves ont dit. Mais quels sont les risques que courent ces clubs en cas de non-résolution de ce problème? Je vais répondre effectivement à cette question-là. On se connaît, hein. mais avant, déjà dire qu'il existe au Cameroun une organisation qui s'appelle le JICAM. C'est le groupement interpatronal du Cameroun. Ce groupement, en fait, est le modèle type de ce que devrait être la Ligue aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre les arachides au quartier, vous faites partie du JICAM. C'est une organisation d'élite, c'est le patronat. C'est-à-dire que lorsque vous êtes déclaré, les clubs aujourd'hui qui participent au championnat, j'ai vérifié, tous sont des entreprises. C'est-à-dire que même pas n'importe quelle entreprise. Ce ne sont pas des établissements. C'est soit des SA, des SARL, c'est-à-dire des sociétés à responsabilité limitée, voilà. Soit des SAS, c'est-à-dire ou alors SAS, des sociétés à objet sportif. Soit des SA, c'est-à-dire carrément des sociétés anonymes. Mais comment est-ce que nous sommes sur un plateau en train de parler des sociétés anonymes, c'est-à-dire vraiment la crème de la crème, et on se demande s'ils doivent payer des salaires. Revient ma question. Et donc, qu'est-ce qu'ils risquent? Malheureusement, pour l'instant, rien. Et c'est ça mon choc, c'est ça mon combat personnel. Et nous sommes dans un championnat camerounais. Oui, pour l'instant, ces clubs ne risquent rien. Je dis bien rien du tout. Je le dis parce qu'en fait, il n'y a pas de jurisprudence en la matière. Depuis 8 ans que les clubs ne payent pas les joueurs. Aucun club n'a jamais été inquiété. Mais que les joueurs démissionnent aussi. On s'y les encourage en même temps. C'est ça que je dis, c'est qu'ils ne risquent rien en fait. Par contre, il y a une petite jurisprudence que je vais pouvoir évoquer. C'est ce que j'appelle la jurisprudence Bambutos Dombuda. En fait, cette jurisprudence vient directement de la FIFA. Exactement. Le Bambutos recrute un coach qui est espagnol, il me semble. Et Bambutos pense qu'ils n'ont pas le droit de payer ce coach parce qu'ils ne payent aucun technicien, ils ne payent aucun joueur. Et Bambutos se dit, ok, nous on ne va pas payer. Et donc, qu'est-ce que ce coach fait? Il rentre dans son pays. Eux, là-bas, ils ont des syndicats très sérieux. Bien sûr. Il contacte son syndicat contacte la FIFA et la FIFA nous dit, ok, ce club, il n'a pas payé le joueur, vous envoyez ce club en deuxième division. Et c'est ce qui Pourtant, Bambutos est le premier pourvoyeur de recettes de la Ligue professionnelle de football et donc de la première division. Exactement. Mais la FIFA nous dit, on ne veut pas savoir ce qui se passe là-bas, vous envoyez ces gars en deuxième division et s'ils continuent, vous les envoyez en régional, ils ne jouent même plus nos compétitions. Fin. Aujourd'hui, attendez, je vous dis, aujourd'hui, vous savez où Bambutos est? Ils sont en deuxième division. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que la FIFA a posé comme geste est la preuve, s'il en était besoin, qu'il y a un laxisme incroyable au niveau de la FECAFOOT. C'est peut-être parce qu'on et surtout au niveau peut-être de la Ligue. C'est-à-dire que si au niveau de la FECAFOOT, la FECAFOOT dit, ok, si vous ne payez pas les joueurs, vous attendez en deuxième division, on vous envoie même en division départementale. Jusqu'au jour où vous serez prêt à payer des joueurs, on vous renvoie, et que vous soyez éligible justement à jouer un championnat. Je pense que je vais emprunter le mot de Christian. Il a parlé de malhonnêteté. Dans le cas typique que tu as pris Bambutos, il est clair que c'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Et c'est même du détournement de fonds publics. Exactement. C'est un détournement de fonds publics parce que quand l'État donne, l'État vous dit, nous vous donnons cet argent pour que vous payiez les joueurs. Si vous ne payez pas les joueurs, que vous faites des communiqués au terme de votre conseil d'administration, vous dites, on ne va pas payer les joueurs, c'est un détournement des deniers publics.
pure et simple. Je suis pas un bon juriste, mais c'est logique, c'est de la logique pure et simple. Je me souviens, je pense, dans l'émission, il y a deux éditions, ou l'édition dernière, Tatou avait dit que si on était dans un pays sérieux, c'est que tous ces dirigeants de clubs seraient en prison. Alors Tatou, on va parler, je vais donc te poser la question, on va parler de cet aspect-là. On a des subventions venant de l'État, on a des caisses qui sont censées être pleines, selon les dires des responsables de clubs. Il n'y a pas de solution visible. Est-ce que tu peux en proposer une? Ben écoutez, vous savez, c'est quand... Je vais un peu parler de l'historique. Quand le gouvernement camerounais décide d'accompagner le football professionnel au Cameroun, oui, c'est parce qu'on se dit, le gouvernement a pour... veut régler le souci du chômage. Exactement. C'est-à-dire, il veut garantir une vie saine pour ces gens qui ont choisi de faire le football comme métier. Voilà. Alors, le gouvernement fixe à 50 000 francs, avec l'ensemble des acteurs du football, oui, à 50 000 francs le salaire minimum d'un joueur de Ligue 2 et à 100 000 francs d'un joueur de Ligue 1. Et le salaire des encadreurs, c'est le double de ce que les joueurs perçoivent. Alors, à la base, cet argent ne doit souffrir de rien. On est d'accord. À la base. Bon, maintenant, il faut dire aussi que il y a parfois des lenteurs administratives qui font que l'argent n'arrive pas à temps. On peut comprendre, mais de là ne pas payer... Je vais arriver. Mais non, quand l'argent arrive à temps, malheureusement, ce n'est pas utilisé à bon escient. Alors, Tattoo Vibes a fait des propositions. Oui. Tattoo Vibes a monté un projet qui a remis à la Ligue professionnelle de football, qui devait gérer, enfin, qui devait donc faciliter l'octroi d'une ligne de crédit dans une banque de la place. Et l'argent du gouvernement devait être viré dans les comptes de la Ligue, oui, dans cette banque-là. Et cette banque-là devait ouvrir des comptes à tous les acteurs du football professionnel au Cameroun. D'accord. Les clubs devaient faire des états chaque mensuel à la banque, bien sûr, qui devait reverser directement dans les comptes des joueurs. Exactement. Leur salaire. Comme ça se passe d'habitude. On va parler de transparence. Nous sommes allés plus loin. Nous avons négocié avec MTN. Quand MTN était partenaire de la Ligue professionnelle. Oui. Nous avons négocié avec MTN pour que les salaires soient gérés même pas entre la banque, Orange, MTN Money et oui, autres, tout ça là. Mais malheureusement, on s'est buté à je ne sais pas si c'est la porte ou c'est la grille, c'est la forteresse, c'est pas trop quoi. Bref, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti parce qu'il y avait, au niveau de la banque aussi, on avait peur de s'engager, alors qu'on a pour l'habitude de suivre dans les radios et dans les télés les présidents de clubs qui râlent, qui gueulent, oui, et autres et tout ça là. Exactement. Et vous comprenez qu'une institution sérieuse a peur de s'engager quand il s'agit de la Ligue professionnelle de football. Parce qu'elle ne convainc pas à la base. Voilà, parce qu'à la base, il y a des fausses guerres. Il faut appeler ça comme ça, il y a des fausses guerres. Alors, les solutions, elles sont là. Ça, c'est l'une des solutions. Bien sûr. Il y a d'autres solutions où le gouvernement peut dire, on a Yves qui est là, on va mandater un cabinet d'experts en finance, oui, comme CFP, qui va dire, monsieur, votre cabinet est le régisseur de la subvention de l'État. Oui. Voilà. OK. Alors, le travail de monsieur Yves Seké et son équipe, c'est de faire quoi? C'est de contrôler cette subvention-là. Que cette situation soit arrivée. Transparence. Bien sûr. Voilà. Mais le problème que nous avons au Cameroun, et je le dis tous les jours, Yves vient de le dire, non seulement, et en fait c'est une chaîne. Oui. On a un problème de transparence, on a un problème de m'as-tu vu, oui, c'est moi, oui, vous voyez un peu. Et puis après l'autre problème c'est simple, on ne veut pas évoluer. On prétend vouloir évoluer, oui, mais on ne veut pas évoluer. Parce que si on voulait évoluer, vous avez plein d'entreprises ici qui ont des modèles de fonctionnement à l'occidental. Exactement. Qui proposent des solutions à la limite concrètes. Parce que vous savez aujourd'hui,
tout se fait dans le digital. Exactement. Nous, on a proposé la gestion de la billetterie digitale à la Ligue professionnelle de football, où Rachka peut acheter son billet de match au sortir d'ici pour aller voir le match de dimanche. Oui. Mais on est où là? Ça n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce qu'il faut la billetterie à papier. Pour que les gens puissent et il faudrait le cash qui ça passe entre les mains pour qu'on puisse détourner. Vous voulez qu'on fasse comment? Christian, solution? Non, solution. J'en ai tellement donné, je cherche encore. Non, il faut toujours donner. Peut-être un jour, on va t'écouter, hein, on ne sait jamais. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut repenser la Ligue football professionnel. Il faut la repenser. Peut-être pas la dissoudre, mais il faut la repenser. La restructurer avec de nouveaux textes, des nouveaux mécanismes, comme ce que tu as tout à l'heure. Oui. Il faut revoir pratiquement tout. Il faut moderniser la gestion. Remettre tout à plat et recommencer à zéro. Et on a parlé d'avoir une agence qui régule, contrôle. C'est très important. Je vous parle tout à l'heure, Yves Seka dit quelque chose de très important. Les clubs déclarent pour certains qu'ils ont un capital de 10 millions. Personne ne le vérifie. Personne ne vérifie. La saison prochaine, je ne sais pas, le club qui ne paye pas les salaires, peut venir vous dire qu'il a un capital de 30 millions. On n'a aucun outil de vérification. Et je vous dis quelque chose, HK, à la fin de saison, lorsqu'il faut s'affilier après, pour la saison d'après, il faut déposer un compte d'emploi qui montre que vous avez effectivement tenu les assemblées générales, vous avez géré, comment vous avez géré le cours de votre saison. Ces documents sont propres. On vous montre que les joueurs ont touché les salaires, tout est propre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de vérification. Il faudrait même qu'on rende les bilans financiers, ces bilans financiers à la public. Je pense que... Et puis, je me dis, tu peux te poser une question. Oui. Quel est ce pays où l'État donne de l'argent, ne contrôle pas? En fait, ça fait 8 ans que l'État donne de l'argent. Moi, je pense que aussi, jamais eu de contrôle. Est-ce que, ok, on sait déjà que l'argent n'arrive pas chez les joueurs, ça on le sait. Mais est-ce que la totalité de l'argent que l'État donne arrive même déjà? Parce que c'est ça. On a commencé par la baisse. C'est là où je voulais en venir. Je vais donner la parole. Oui, Christian, s'il te plaît. Quand on a évoqué la question des salaires, vous allez voir à la Ligue professionnelle qui reçoit un budget pour son fonctionnement, les salaires aussi des employés ne sont pas payés tout le temps. Le loyer même n'est pas payé. Attendez, mais si le joueur n'est pas payé, je ne pense pas que l'employé qui est de l'autre côté, parce que c'est le joueur qui est l'acteur majeur. C'est le joueur qui rapporte de l'argent. C'est un système qui inclut à la fois la Ligue elle-même en tant qu'institution et les clubs en tant qu'organisation de la Ligue. C'est une maison entièrement, j'utilisais une expression peut-être pas adéquate, mais c'est une maison entièrement, c'est une organisation entièrement pourrie. Il faut. Alors, je vais pas interpréter ce mot, hein, je vais juste le dire dans le contexte. Il a dit organisation entièrement pourrie. Quelle pourrait être dans la solution, Yves? Pour conclure avec ce débat. Oui, pour conclure avec ce débat, d'une vision financière, il faut comprendre vraiment quelque chose de très simple. Lorsque des intérêts financiers sont en jeu, donc des intérêts financiers personnels, c'est parce qu'il y a quelques-uns qui ne veulent pas que leurs intérêts personnels diminuent, qu'on est dans ce désordre. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des chiffres ou dans des bilans financiers pour le savoir. Les intérêts des parties prenantes dominantes sont en danger en étant transparentes. C'est pour cela qu'on se retrouve dans ce problème. Ce problème, puisqu'il s'agit d'argent, moi, il y a combien de clubs, vous m'avez dit? Beaucoup quand même. 33 clubs. 33 clubs, donnez-moi au grand max 6 mois. Je mets de la discipline financière là-bas et je mets de la transparence financière. Ils vont me détester, ça, j'en suis sûr. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, moi, j'aime beaucoup, vraiment 2 secondes, j'aime beaucoup, il y a la CAF qui aujourd'hui est considérée comme un modèle dans le monde en matière de gestion. La CAF avait compris ça très tôt, ils ont décidé de travailler avec des agences. Aujourd'hui, le président Ahmad ne fait aucun discours sans prononcer le cabinet Roland Berger, par exemple. Parce qu'on se dit, il faut des cabinets, il faut justement des équipes indépendantes qui vont venir travailler, justement, qui vont travailler dans l'amélioration, justement, du cadre on espère que notre message va entrer dans les oreilles des personnes qui comprennent. On dira que tant que les joueurs ne sont pas payés, on aura toujours ce problème. S'il y a des clubs, un président de club qui affirme qu'il ne payera pas ses joueurs, je pense que le problème est énorme. Non, Rachka, c'est fin parce que même si les joueurs sont payés demain, je reviens à ce que j'ai dit. Lorsque les intérêts des poches personnelles là, des parties prenantes dominantes ne sont pas remplis là, payer même les joueurs, il y aura toujours un problème dans ce championnat. Voilà ce que j'ai dit. Et puis, je pose une question comme ça, tu vois.
quel est ce championnat où les gens investissent parfois 30, 40, 50 millions et à la fin, ils ne gagnent que, on dit champion du Cameroun ne gagne que 20 millions. 20 millions. Ça n'encourage pas. Il faudrait donc que l'État investisse dans le cash prize. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'on dise même qu'on ne paye pas les joueurs, mais au moins, on augmente le cash prize. Si on fait un championnat avec 350 millions de cash prize, oui. les présidents de club vont payer leurs joueurs parce qu'ils veulent ces 350 millions. Et pourquoi est-ce qu'on devrait motiver? Moi, je vais vous poser une question pour finir. Ah oui, tu finis. Il y a un élément qu'il faut... Très rapidement, s'il te plaît. Vous savez, quand l'argent arrive dans les caisses de la Ligue, la Ligue répartit l'argent en fonction des besoins. Mais il se trouve que... parfois, à cause des lenteurs administratives, parfois à cause des aléas du temps, la Ligue se retrouve en train d'utiliser l'argent qui est supposé être pour X, elle est en train d'utiliser l'argent pour Y. Moi, j'ai vu des présidents de clubs venir à la Ligue demander de l'argent pour des voyages. Vous comprenez un peu? J'ai vu des présidents de clubs venir à la Ligue demander des avancements sur une éventuelle subvention pour gérer les primes. Vous comprenez un peu? À un moment donné, la Ligue se retrouve sans argent. Si bien que l'argent qui a été pris pour quelque chose, c'est pour ça que moi je dis, il est intéressant, il serait intéressant, tant pour la Ligue que pour les présidents de club, d'être assez transparent. Parce que parfois, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas qui fait quoi, qui dit quoi, qui a raison, qui a tort. Je veux vraiment ajouter un plus. Je pense que là, il faut être réduit en une phrase. Oui, une phrase, Rachka. C'est vraiment un plus. Oui. C'est ce que je fais. Je fais un contrôle de gestion, ça implique un contrôle de procédure. Ce qui se passe souvent au Cameroun, c'est que on sert plus la procédure que le résultat. Donc, dans mon travail, si je me rends compte qu'une procédure freine l'activité, je la revois. C'est ça le contrôle de gestion. Donc, toujours derrière la finance, je peux régler ce problème. Moi, ce que je vais dire, je ne suis pas experte, je suis que journaliste, mais je voudrais poser la question, en allant sur ce que Franck a dit, il a dit qu'il faudra un cash prize. Pourquoi est-ce que faudrait-il motiver un président de club à payer ses joueurs? C'est son devoir, je crois. Non, pourquoi est-ce que l'État devrait motiver? C'est son travail de le faire quand même. En fait, généralement, quand vous voyez les compétitions dans le monde, aujourd'hui, ce qui fait la force justement des compétitions, c'est les cash prizes. C'est-à-dire que quand certes, c'est une sorte de motivation du président, mais c'est beaucoup plus une motivation financière également, parce que c'est ça qui fait tourner l'écosystème. Mais à la base, il faudrait déjà avoir une bonne moralité pour se dire... Tout à fait, c'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Si l'État dit, ok, nous on ne donne plus notre argent à qui que ce soit, on va donner notre argent aux finalistes, aux gagnants. C'est-à-dire lorsque vous gagnez, on vous vire de l'argent. Je donne 350 millions. L'État donne 650 millions. Donc si l'État dit même on donne 500 millions de cash prize, ce ne serait pas exagéré du tout. Parce qu'un président, c'est que s'il investi 100 millions et qu'il va gagner 500 millions en fin de saison, ça fait non, c'est ça 400% de bénéfices. Non, il met. Je reviens sur ma question. Je vais revenir sur ma question. Pourquoi est-ce que c'est l'État qui devrait motiver un président? Ce n'est même pas l'État. Donc il fasse son travail. Ce n'est pas l'État. Et maintenant que son travail puisse satisfaire les il y a un problème à ce niveau aussi. Si on dit on ne donne pas l'argent au club et qu'on met seulement le cash prize, vous savez, il y a des clubs qui vont en championnat parce qu'ils ont un projet sportif. Dans 3-4 ans, dans 5 ans, on aspire à être champion. Il y a des clubs qui ne peuvent pas lutter avec Eddie ou bien Coton aujourd'hui. Par exemple. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'ils ne rendront pas alors de l'argent. Le cash prize, attends, s'il te plaît. Maintenant, je vais vous dire un truc. Il faudrait qu'on amène, et là où je suis d'accord avec Christian et Yves, il faudrait qu'on amène les clubs professionnels à se professionnaliser. C'est clair. Oui. Au Cameroun. Parce que vous savez, en Allemagne, c'est en 98 qu'ils sont devenus ils sont vraiment devenus professionnels. Hein? Donc, en 98, ils sont vraiment devenus professionnels. Oui. Vous voyez un peu. En Espagne, c'est en 2013. Mais vous voyez donc. Et l'Espagne, est le plus grand championnat mondial quand même. Processus, pourtant en Angleterre, ils sont devenus professionnels en 90. Vous voyez un peu. Donc, il y a un processus. Maintenant, il faudrait mettre sur pied des systèmes, des process qui permettent aux gens de respecter la réglementation en vigueur. Et il faudrait apprendre aux présidents de club à devenir des vrais entrepreneurs sportifs. Parce qu'aujourd'hui, on ne le dit pas assez. Oui. Arrêtons de jouer avec les mots. Beaucoup de présidents de clubs le font à but politique. C'est-à-dire on a un président de club qui est aujourd'hui, une présidente de club qui est aujourd'hui ministre, par exemple. Donc vous voyez que c'est une opportunité de propulsion. Beaucoup de personnes sont rentrées dans le football aujourd'hui
parce qu'ils ont eu un peu d'argent, oui. Ils sont rentrés dans le football aujourd'hui pour se faire connaître. Tout à fait. Ok, et ils ont des visées politiques. Dans la visée de remporter soit une mairie, soit parce que le football rend populaire. Oui, le football rend populaire. Parce que si vous êtes entrepreneur sportif, si vous êtes entrepreneur sportif, n'est-ce pas? Je vais prendre un exemple très simple. Je prends ici le cas de AS Fortuna. Oui. Je sais qu'il a des problèmes avec le SNAFOR par rapport au salaire et autres, tout ça. Mais il faudrait qu'on soit honnête avec les gens. AS Fortuna, le projet de AS Fortuna n'est pas forcément de gagner la Coupe du Cameroun ou bien le champion du Cameroun. C'est de vendre des joueurs. Son projet à lui, c'est de former et de vendre les joueurs, faire des bénéfices. Comme l'AS Monaco. Vous comprenez un peu? Et beaucoup de clubs devraient copier. En ce moment, ils viennent de vendre quelques joueurs en Hongrie. Bien sûr. Tout à fait. Beaucoup de clubs devraient s'inspirer de cette gestion-là. Exactement. Mais il faudrait après que les revenus justement de la vente. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faudrait d'abord investir pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Et maintenant, gérer ton retour sur investissement. Donc, je pense que c'est un sujet qui est assez large. On en parlera. Je pense qu'on aurait dû en faire le sujet de notre soirée. Mais bon, on reviendra. Il est intéressant. On reviendra dans nos prochaines éditions. On a parlé de popularité sur ce plateau. On va donc parler de la popularité des clubs et des sélections féminines de football. Vous savez, les réseaux sociaux sont la fenêtre mondiale qui vend et qui sait surtout vendre les joueurs et les joueuses. Dans la statistique de la semaine, Mariela Batté va nous faire, va nous ressortir les chiffres relatifs des sélections féminines pour le mondial de juin qui va se dérouler en France cette année. On voit bien sûr Marielle. Bonsoir Marielle. Salut à toutes et à tous, c'est Raksha de tout nouveaux chiffres cette semaine. Nous nous intéresserons donc aux équipes féminines de football qui ont été qualifiées pour le mondial de juin prochain en France. On découvre ensemble leurs performances sur le digital. Il s'agit donc des résultats d'une étude menée par l'équipe du programme Sport Business Squad sur l'usage des réseaux sociaux pour le marketing de ces différentes sélections africaines. Les 3 formations disposent toutes d'au moins une page d'information départagée principalement entre les réseaux sociaux Facebook et Twitter. On retrouve les Lions indomptables du Cameroun, deuxième de ce classement, avec plus de 28 000 abonnés sur sa page Facebook, nommée Lions indomptables du Cameroun, mais malheureusement absente de la plateforme Twitter. Les Super Falcons du Nigeria arrivent donc troisième, avec plus de 1500 abonnés sur sa page Facebook. Super Falcons of Nigeria relève le cap cependant sur Twitter avec un enregistrement de plus de 17 000 abonnés à sa page, ce qui lui ferait de même un total de plus de 18 000 abonnés online pour l'équipe nigériane qui mérite donc sa place. La sélection Baiana d'Afrique du Sud, quant à elle, se positionne en tête de cette étude avec plus de 62 000 abonnés à sa seule page Twitter et plus de 6 000 abonnés enregistrés sur Facebook. L'équipe des Super Falcons est donc dépassée à ce niveau-là sur le triple, sur le double également. On compte la sélection camerounaise qui reste en arrière face au Baiana. Tenons à présent le coup de la comparaison et tentons donc de comparer les différentes équipes féminines ainsi présentées à celles masculines des différents pays que nous venons donc d'énumérer. Et ça, c'est pour la suite que l'on découvre tout de suite. Les Super Eagles, à l'opposé des Super Falcons, mènent la barque chez les équipes masculines et totalisent plus de 700 000 abonnés de ces différentes pages, soit 445 000 followers sur Twitter et plus de 261 000 abonnés sur Facebook. Belle performance. Les Bafana pour l'Afrique du Sud se positionnent deuxième avec 330 000 followers de sa seule page Twitter. Peut-être une stratégie de présence en ligne pour les deux équipes nationales qui sont moins présentes sur la page Facebook. Les Lions indomptables du Cameroun restent fidèles quant à eux aux Lions avec plus de 81 000 abonnés à sa page Facebook. Allez les Lions, et plus de 4 000 abonnés sur Twitter, soit un chiffre exact de 4 298 000 abonnés. Ils sont troisièmes dans les deux camps. Des résultats qui clarifient la situation encore négligeable du marketing digital. Les ambassadeurs africains du football, si l'on s'en tient aux chiffres des Bleus de France,
avec plus de 5 millions d'abonnés pour ne compter que sur Facebook. Ce qui appuie par ailleurs l'opinion qui laisse entendre que le football en Afrique valorise davantage les sélections masculines en défaveur des équipes féminines. Et donc, encore du travail à faire pour nos équipes. En attendant, courage à nos athlètes pour la suite. Merci de nous avoir suivis pour une toute nouvelle stat de la semaine. On se retrouve donc dimanche prochain pour une actu en plus. Merci encore à toi, Marielle, pour ce travail détaillé que tu nous donnes toutes les semaines. Alors, les garçons, les équipes nationales féminines de football sont-elles lésées dans la stratégie marketing des fédérations de football, ici en Afrique, bien sûr, Franck? Ouais. Simplement, ouais. Ça sent lui sec. Non, ils sont totalement lésés, C'est assez dommage parce que quand même, quand on voit ce que la fédération sud-africaine fait, on est à 60 000, mais quand même, je pense que l'Afrique du Sud peut faire mieux. Quand on voit les performances de la fédération elle-même, on voit les performances des Bafana. Non, ça c'est pour les garçons. Oui. Maintenant, les Banyana, c'est 60 000 pour l'Afrique du Sud, ça ne veut rien dire. Quand on revient au Cameroun, il faut rappeler, peut-être Marielle ne l'a pas dit, c'est que la plupart de ces pages ne sont même pas à l'initiative de la fédération. Généralement, ce sont des initiatives privées parce qu'à un moment, on se dit, on ne peut pas laisser les filles comme ça. Oui. Et justement, il y a Frida Nola qui peut-être devait être avec nous aujourd'hui. Justement, elle a lancé un mouvement qu'elle appelait Allez les Lions. Et je pense que c'est ce mouvement justement que Marielle évoquait tout à l'heure parce qu'on se dit, à un moment, la fédération ne fait rien pour ces filles. On ne sait pas comment elles se préparent. Pourtant, elles sont rentrées en cage dernièrement. On ne sait pas, on n'a aucune information, rien. On ne sait même pas qui est capitaine. On ne sait rien, on ne comprend rien. Et alors que ces filles réalisent des performances incroyables en club, on ne sait pas ce qui se passe en club. Oui. Vous n'avez pas d'informations qui vous disent, ok, aujourd'hui, Adjara a marqué, putain, Adjara, la saison dernière, a marqué 17 buts en club. Personne, on n'a même pas vu. Elles pourraient aussi ouvrir des pages officielles. Non, elles ont des pages personnelles. Elles ont des pages personnelles, ces filles. Enfin, les plus célèbres du genre Nganamuit, Ongene, Adjara, elles ont des pages personnelles. Mais que les autres s'y mettent aussi. Oui, mais sauf que la fédération ne les accompagne pas justement dans la stratégie marketing. Et donc, il faut aujourd'hui mettre sur pied tout un plan marketing en vue de la Coupe du Monde qui va s'appeler justement le plan Allez les Lions. Alors, Christian, comment améliorer cette situation? Mais le problème principal, c'est une équipe comme celle-là a une équipe de communication. Comme toutes les équipes. Les team press. On a même comme toute entreprise. On a même le team press de tous les team press. Les team press. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la première fois qu'on voit ça dans le monde du football. Les team press aujourd'hui sont réduits à nous prendre des petits communiqués sur comme ça sur WhatsApp. La journée d'aujourd'hui, les Lions ont joué un match amical et tout. En publiant 2-3 photos floues. Ça ne vend pas l'équipe. 2 ou 3 photos floues sur WhatsApp. Vraiment. Ok, d'accord. Et à la tête des team press, on a un team press de tous les team press. Mais qu'est-ce qu'il fait alors ce team press? Je me demande toujours quelle est l'utilité. C'est ça le problème. Vous avez donc des team press qui ne comprennent peut-être pas grand-chose. Je vous prends le cas de l'équipe de France qui a gagné des mondiales. L'équipe de France a toute une cellule de communication. Vous avez un patron de la communication qui a fait près de 20 ans au poste. Vous avez un caméraman, vous avez un monteur, vous avez un photographe, un éditeur. C'est toute une équipe qui travaille et qui vous poste constamment de très belles images. 6 millions d'abonnés sur la page de montage, des petits entraînements. Je vais poser une question rhétorique. Regardez, je vous parle d'entraînement. Christian, je veux te poser une question rhétorique. Elle est rhétorique, donc je ne vais pas que vous répondre à ma question. Si on ne paye pas les joueurs, vous croyez qu'on va payer le photographe? Bah on devrait. Non. Mais là il s'agit de la FECAF. Il s'agit de la FECAF. Pas des clubs, mais de la FECAF. Si on ne paye pas le joueur, la FECAF est financée pour ça. Le photographe qu'on va payer. La FECAF reçoit des subventions de la FIFA pour développer le football féminin. Donc il y a un budget de la FIFA pour ça. Sauf que maintenant il y a le budget de la FIFA. Nous sommes au Cameroun. Il n'y a pas de budget de la FIFA pour faire la promotion des joueuses. Oui. Si vous voulez, la prochaine fois, on va parler de la communication des équipes. On parlera. Tout à fait. On parlera. Mais là, on parle de sélection nationale. Voilà. Et vous savez qu'au Cameroun, même la nomination d'un team press, c'est une affaire extrêmement compliquée. Très compliquée. Et les team press des sélections nationales sont censés, eux, avoir de l'argent. Parce que ils sont employés de la fédération. Oui. Mais alors, ce que font ces team press? Lorsque un regroupement, comme ce qui est en cours, en ce moment va s'achever, vous n'aurez aucune information sur les joueuses. C'est-à-dire qu'en club, il n'y a pas un suivi. Oui. Je veux dire que les teams presque au Cameroun sont réduits à faire des petits communiqués de 5 lignes avec des photos floues. Qu'on balance sur WhatsApp, avec des vidéos sur WhatsApp, c'est tout. Sur WhatsApp, c'est tout. D'accord, bon, c'est un réseau social aussi. Donc, et vous savez que désormais, c'est la fédération qui gère la question de team press. On n'en prend plus dans les médias. Ok, alors Tatou. Et du coup, on retrouve des team press qui n'ont pas de formation en communication, qui comprennent. C'est ce qu'il faut dire. D'accord, Tatou. Oui.
Déjà, il faudrait rappeler que on n'est plus on n'est même plus à l'âge du team press, parce que si on doit être professionnel, on dit maintenant team media officer. Team media officer, tout à fait. Parce que le team press est même réduit. En fait, le team press c'est même réduit un peu leur champ d'activité. Parce que c'est team media officer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de médias, on s'englobe tout. Télé, radio, tout. Presse, internet. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez, dans des clubs sérieux ou alors des fédérations sérieuses, quand vous venez porter le vert rouge, on ne demande pas aux fédérations, à la Fédération camerounaise de football, d'ouvrir des comptes Twitter, WhatsApp, Instagram, je ne sais pas trop quoi, tous les licenciés de la fédération. Mais ici, on parle des gens qui vont, qui vont défendre les couleurs du Cameroun. Et vous savez, à ce moment-là, la cellule de presse, la cellule de media officer devrait faire ce qu'on appelle une création d'images, un suivi d'images. Absolument. Parce que quand il n'y a pas création, il n'y a pas suivi. Oui. Et s'il n'y a pas suivi, nous autres ne travaillons pas. Parce que je ne peux pas vendre l'image des lions si elles ne sont pas visibles. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, c'est pourquoi vous voyez sur des entreprises, c'est un département marketing et communication. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Si Christian, on est dans un même projet, ne fait pas son travail, moi je ne peux pas faire le mien. Exactement. Parce que son travail est étroitement lié au mien. D'accord. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le team media officer devrait avoir tous les comptes, même ceux qui n'en ont pas, Instagram, Facebook et autres, les comptes des clubs où ces enfants jouent. Oui. Et à chaque fois qu'il y a un match, elle est sur le banc, elle est au terrain et autres. Les Camerounais devraient en être informés. On en décrypter la vie en général. Vous comprenez un peu? Parce qu'il faut comprendre. J'ai toujours l'habitude de dire aux talents camerounais. Parce que parfois on me dit souvent on n'est pas aux États-Unis ici. Mais moi je pense que c'est même une insulte pour notre pays. Dans notre pays, il faudrait qu'on apprenne à dire aux gens, quand tu deviens une personnalité publique, tu deviens une marque. On est d'accord. Une marque. On est d'accord. Parce que ça veut dire que Gaël Nganamui est une marque. Est une marque. Qu'on vend. Adjara, tout Adjara, Akaba, qu'on est censé vendre. Sidiki et Djangé sont des marques. Et vous ne pouvez pas voir le gars de Coca-Cola s'asseoir comme ça là et attendre que c'est quand il y aura une production qui va faire une communication dessus. C'est aberrant même à la limite d'y penser. Ok, donc on va donc continuer dans le monde du football féminin. On va parler de leur Coupe du Monde qui est en train de se préparer du côté de la France en juin, bien sûr, le 7 juin exactement. Quelles sont selon vous les perspectives sur le plan marketing, sur le plan managérial, sur le plan économique? À qui veut la parole? À qui veut la parole donc Moi, honnêtement, je pense que c'était stratégiquement, la FIFA a très bien réfléchi d'organiser la Coupe du Monde en France, parce qu'il faut dire que la France est le meilleur promoteur du football féminin. Le football féminin, ce n'est pas le pays où on retrouve les meilleures joueuses de football féminin, mais c'est le meilleur promoteur de football féminin. Or, quand vous prenez par exemple des pays comme la Norvège, qui ont été même champions du monde, les États-Unis, on a vraiment du mal à vendre le football. Or, en la France, ils ont su le faire. Et aujourd'hui, je pense que ça dépend également de la vision de quelqu'un dont je suis très fan, et je le dis chaque fois que j'ai l'opportunité. Il s'appelle Jean-Michel Aulas. Il avait déjà interprété la vision de Sepp Blatter, qui avait dit un jour, l'avenir du football, c'est la femme. Et Jean-Michel Aulas l'a compris. Il a développé le tout premier club de football professionnel de France, qui est donc Lyon. Et aujourd'hui, ce club a remporté les 12 dernières championnats de France et les 3 dernières Champions League européennes. Parce que justement, il y a une réflexion. Et on s'est dit, on s'est dit au niveau de la FIFA, voilà un pays qui valorise le football féminin. Si on le fait, et on voit aujourd'hui les retombées sont plutôt... Je pense qu'ils ont même le ballon d'or aussi. Non, c'est une Norvégienne, mais qui évolue à Lyon, en France. Ça veut dire qu'ils ont le ballon d'or. Il y a le ballon d'or.
Et c'est ça également aujourd'hui ce qu'il faut faire. Et la France a très bien compris. C'est vrai que beaucoup de gens se disent que bon, avec la crise des gilets jaunes, on n'en parle pas trop et tout. Mais la France aujourd'hui, quand même, je pense que en termes de perspective, quand on va en 2014, enfin quand on va en début 2015, au Canada, la compétition n'avait pratiquement aucune valeur. On n'en parlait même pas. Même dans les médias canadiens, on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, quand même, en France, les gens, on sent la ferveur monter. On sent quand même qu'il y a une certaine effervescence. Et c'est aussi ça l'avantage d'avoir un pays comme la France. Sur le plan économique. Sur le plan économique, c'est compliqué. Il y a tellement de choses qui me viennent en tête. Oui. Donc je vais essayer de faire un tri. En faisant un comparatif avec vraiment l'équipe masculine, on a participé à des Coupes du Monde. Oui. Beaucoup de Coupes du Monde. 7. Voilà. Et si on n'a pas pu capitaliser vraiment toutes ces participations, je pense que le simple fait qu'elle participe, c'est pas où se situe l'enjeu. L'enjeu, c'est maintenant qu'est-ce qui va se passer après. Oui. Parce que c'est pas nouveau, c'est pas exceptionnel. Elles vont y aller, mais comment capitaliser ça? Elles vont rentrer si en rentrant, on rentre dans les mêmes déboires comme avec les garçons. Attends, moi c'est vraiment le seul côté dont économiquement, je ne veux pas me retrouver dans un même système qui a toujours été depuis la nuit des temps. Oui. Chaque fois où on a apprécié à l'international, elles vont même peut-être faire une belle prestation, mais elles vont rentrer et plus rien. On va dire que c'est un point plutôt majeur. Le plan économique ici, parce que le terme, on va dire que l'issue de notre émission, c'est ça, c'est toujours voir sur le plan économique et managérial. Maintenant, on a parlé du plan managérial, on a parlé du plan économique. Christian, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plan marketing? Pas technique, nous on ne gère pas la technique, on gère le marketing. Je vais essayer d'un point de vue, je vais permettre l'expression on permet beaucoup d'expressions ici. Politico-marketing. D'accord. Géostratégique. Voilà. D'accord. Vous savez qu'en ce moment, la France traverse une période très difficile avec le phénomène des gilets jaunes que je l'ai évoqué tout à l'heure. Le mondial a une compétition comme le mondial a cette faculté-là, parfois de rassembler tout le monde autour du sport, de faire oublier un certain nombre de soucis, justement. Comme au Brésil. Vous verrez qu'en ce moment, comme il a dit, la température ne monte pas assez, mais quand même, la compétition se prépare. Et vous verrez que d'ici peu, le gouvernement français peut réconcilier les Français, redonner du goût aux Français à la vie à travers cette compétition, en l'organisant, en lui donnant plus de punch, plus d'ambiance. Justement, en parlant de punch, on a parlé de visibilité ici. Est-ce que nous sommes en février, juin, c'est dans quelques mois, est-ce que déjà on fait la propagande de cette Coupe du Monde féminine comme on aurait fait la propagande de la Coupe du Monde masculine? Est-ce que la propagande de la Coupe du Monde féminine se fait déjà en France actuellement? Elle se fait, mais peut-être pas autant qu'on en voit souvent lorsqu'il s'agit de la Coupe du Monde masculine. Pourquoi pas autant? Bon, je crois que c'est une féministe qui pose la question là. Non, il faut dire. Non, c'est la logique. Non, il faut déjà dire que en termes déjà de clubs qui participent à la Coupe du Monde, c'est pas le même nombre quand il s'agit d'une compétition masculine. Et il faudrait dire aussi que la Coupe non, j'ai pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? En termes d'équipe. Nombre d'équipes. De pays qui participent. C'est pas le même nombre. 32. Oui, on est d'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire la propagande? Non. C'était une question. Je vais y arriver. Il ne faudrait pas qu'après, j'arrive pas à monter dans un avion. Parce que les femmes vont me dévorer. Non, en réalité, c'est que elle est nouvelle par rapport à la Coupe du Monde masculine. On est d'accord. Et la FIFA a décidé de promouvoir le football féminin. Vous comprenez un peu? Donc, en fait, on y va crescendo. C'est comme la Coupe d'Afrique féminine. C'est-à-dire qu'on y va crescendo. Alors, maintenant, on est à 8 clubs. Dans 8 ans, ou c'est pas trop, on sera peut-être à 24. On a 24. On a 24 clubs, pardon. Et on a commencé par 8 clubs, par 8 pays. Tout à fait. Maintenant, nous sommes à 24. Et aussi, au fur et à mesure, ça grimpe. Chez les hommes également, on est à 48. Donc, vous comprenez que nous sommes partis de 8 pour 24 en 12 ans, je crois, 12-14 ans. Ça commence à évoluer. Donc, il ne faudrait pas aussi penser que
on peut avoir les mêmes outils et les mêmes... non, moi je parle des outils marketing actuels. Justement, ils ne sont pas plus vite que la musique. Même sur le plan marketing. Non, je vais éclaircir. Moi, je pense t'avoir compris. On a les mêmes éléments quand on a une Coupe du Monde masculine. On en parle tous les jours. On n'a pas les mêmes éléments. Ce sont les mêmes médias, c'est la même visibilité, ce sont les mêmes moyens. Non, on n'a pas les mêmes médias. Attends, on n'a pas les mêmes médias. On n'a pas les mêmes éléments. Les mêmes éléments. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple. Oui. Moi, je suis un businessman. Je décide de sponsoriser l'équipe de Yves Seke. Oui. Ok. Qui participe, l'équipe masculine de Yves Seke, qui participe à une Champions League. Ok. Et dans mon groupe, j'ai 2-3 chaînes de télévision, de magazines et autres, tout ça là. Oui. Vous comprendrez que parce que j'ai mon intérêt dans l'équipe de Yves Seke, mon média ou mes médias feront la promotion de l'équipe de Yves Seke. Vous comprenez un peu? Oui. Si HK a son équipe et moi j'ai aucun intérêt dans l'équipe de HK, il n'est pas clair que on en parle. Ou alors si on en parle, on fera juste des petits titres. Vous comprenez un peu? C'est ça la différence. Oui. Les médias en parlent. Mais ce qu'on ne remarque pas, ou alors ce qui fait qu'on ne remarque pas assez, c'est parce que c'est vraiment, on va dire en filigrane, mais c'est quand même tout petit. Mais après aussi, je vais dire que au niveau même des matchs quand même, on a vu la France qui a justement joué dernièrement contre les États-Unis. Elles ont terrassé entre guillemets quand même les États-Unis 3-1. Et on a quand même des talents qu'on met déjà en avant, la petite Itoto du PSG dont je pense que du moins, la stratégie de la France aujourd'hui est beaucoup plus focus sur la sélection des Bleus en elle-même. Mais je me dis progressivement. Il y a un socle qu'il ne faudrait pas. Il y a un socle qu'il ne faudrait pas oublier. C'est vraiment le socle de l'offre et de la demande. Rachka, je pense que ça va peut-être venir éclaircir un peu tes zones d'ombre. L'offre et la demande dans le sens que ne serait-ce que la quantité de spectateurs à ces matchs, c'est vraiment peu. Comparé quand c'est un match pour des hommes et tout. Donc vraiment, le socle de toute entreprise, de tout événement, c'est vraiment la demande. C'est vraiment la demande. Si la demande est peu, logiquement, tout va suivre, que ce soit du côté marketing, tous les côtés seront un peu plus bas que d'habitude. Et puis la FIFA, si vous allez sur le site de la FIFA, vous verrez qu'on fait l'effort de donner d'informer le grand public. Voilà, parce que la demande déjà, il n'y en a pas assez, il faut vraiment ramener plein de personnes. Et comme ils ont dit, c'est une question aussi de fibre. Les médias se consacrent à leurs équipes. Et vous verrez qu'une équipe, vous avez une équipe comme celle du Cameroun, où c'est à nous aussi l'essentiel des joueuses. En fait, les joueuses sont partagées entre l'Europe et le Cameroun. Si vous voulez suivre celles qui évoluent, il est plus facile pour les médias français de suivre celles qui sont en Europe. Et celles qui sont ici, ce ne sera pas évident. Ça, c'est on parle en football masculin, pratiquement tous les grandes stars se retrouvent en Europe. Oui, exactement. On connaît les forces en présence. Parlons donc, on a parlé des pays, parlons donc des pays maghrébins. Les pays maghrébins qui sont généralement en Afrique très représentés et sont vraiment représentés par leur façon de jouer. Mais ici, dans les championnats comme celui-ci, championnat Coupe du Monde, on ne les ressent pas beaucoup. Et j'ai l'impression que Christian veut me dire quelque chose. Je vais répondre, je vais arracher la parole. Non. On va d'abord donner le soin à Bertrand Vendor de nous parler. Et je vais lui poser la question, qu'est-ce qui justifie l'absence des sélections maghrébines de football féminin dans les grands rendez-vous comme la Coupe du Monde? Bertrand, bonsoir à toi. Bonsoir Racha, bonsoir à tout ton riche panel du côté de Yaoundé, bonsoir à tous les téléspectateurs de HTV. Écoutez, le Maghreb a un véritable retard au niveau du développement de son football féminin et cela est dû à plusieurs paramètres, n'est-ce pas, qu'on va essayer de développer ici. D'abord au niveau du championnat, le championnat tarde encore à être compétitif. Et cela est dû, n'est-ce pas, au manque de structuration des clubs. Le football féminin n'est pas au même niveau que le football masculin. Et il n'y a pas de structure valable au niveau des clubs. Les présidents de clubs se battent encore tout seuls pour pouvoir mettre à niveau, n'est-ce pas, ce football via leur club. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que la jeune fille musulmane n'est pas, n'est-ce pas, très épanouie dans le domaine du sport, a vu
la religion qui est encore un véritable blocus au niveau de l'épanouissement de la jeune fille musulmane. Beaucoup de familles ne permettent pas aux jeunes filles de sortir et, n'est-ce pas, d'aller vers cette discipline, n'est-ce pas, ou alors d'aller faire du sport. C'est encore très très renfermé de ce côté-là, ce qui ne permet pas au club de pouvoir couper ou de réunir des talents pour pouvoir faire face à la compétitivité. Et l'autre problème, c'est quand même qu'on retrouve que 2 ou 3 clubs qui sont assez structurés au niveau du Maghreb. Je veux parler du Raja de Casablanca, de Wydad de Casablanca, ou alors des AS FAR du Maroc, qui est d'ailleurs le club le plus huppé au niveau du championnat ici au Maroc. Et puis le reste des clubs, n'est-ce pas, fonctionnent comme ça. Les filles se regroupent 1 ou 2 fois par semaine et attendent le jour du match pour, n'est-ce pas, pouvoir jouer, ce qui est assez difficile pour rendre ces filles compétitives et pouvoir faire face à la concurrence. Vous voyez un peu ce que je parle. Je vais prendre l'exemple d'un club comme Atlas 05, d'où les filles se retrouvent 1 ou 2 fois par semaine et se regroupent le jour du match pour pouvoir jouer. Ça ne rend pas les choses faciles de ce côté-là. Donc on a aussi quand même qu'il n'y a pas de véritable championnat. Le championnat se joue certes, mais avec 2 groupes, ce qui ne rend pas les choses assez évidentes pour pouvoir alimenter l'équipe nationale, surtout que pour le moment, il n'y a pas une équipe nationale de moins de 17 ans ou de moins de 20 ans pour pouvoir, n'est-ce pas, fournir des joueuses à l'équipe nationale, à l'équipe première. Alors, comment se passe l'organisation du championnat de football féminin au Maroc? Alors, y a-t-il une commission qui gère le football féminin ou alors c'est la fédération? Bertrand. Alors, il faut, n'est-ce pas, noter que les efforts sont en train d'être faits par les fédérations de ces pays. L'Égypte était en 2016 au Cameroun, à la dernière CAN 2016. L'Algérie a, n'est-ce pas, pris part à la CAN 2018 au Ghana. Et puis, le Maroc a déjà fait 2 CAN féminines, ce qui note quand même que des efforts sont en train d'être faits à ce niveau-là. Et puis, au niveau national, plus particulièrement au Maroc, la Fédération royale marocaine de football est en train, n'est-ce pas, de mettre en place des subventions pour aider les clubs à se structurer et à pouvoir se rendre compétitif. Et également, il faut noter qu'une politique de sensibilisation est mise en place au niveau des familles pour convaincre les parents à laisser leurs enfants, n'est-ce pas, faire leur sport favori. Et également au niveau des établissements scolaires, où une politique est mise en place pour amener la jeune fille à pratiquer le sport et particulièrement le football. Et puis des centres de formation sont en train d'être mis en place pour pouvoir amener des filles à se préparer ou à préparer une génération future qui pourra, n'est-ce pas, alimenter les U17, les U20, les U23 et voire même l'équipe nationale dans des années à venir. Donc 30 stades gazonnés sont disponibles aujourd'hui pour permettre aux joueuses ou aux jeunes filles de s'épanouir et de travailler plus aisément et plus efficace, n'est-ce pas? Et également, Rachka, il faut noter que une loi est en train d'être étudiée pour pouvoir permettre aux clubs professionnels de s'occuper des sections féminines qui sont sous leur directive, donc notamment des clubs comme le Raja de Casablanca ou le Wydad Athletic Club de Casablanca qui ont des sections féminines. Une loi est en train d'être mise en place pour que la direction de ces clubs-là s'occupe en même temps des sections féminines. Donc ça va certainement aider ces clubs-là à pouvoir monter d'un cran, surtout au niveau de la compétitivité. Donc vous voyez qu'en général, les efforts sont en train d'être faits et des équipes de moins de 20 ans, moins de 17 ans, moins de 23 ans sont en train d'être mises en place. Ces structures-là vont certainement permettre à l'alimentation de l'équipe première dans des échéances à venir. Donc on peut noter que le train
est pris, n'est-ce pas, en marche et que on va vers la révolution du football féminin dans le Maghreb et plus particulièrement au Maroc. Donc dans les années à venir, certainement, on verra d'autres équipes fortes du côté du Maghreb dans des grandes compétitions. Et on va tout simplement leur souhaiter bonne chance du côté du Maghreb et on espère que tout sera mis vraiment en place pour que les femmes puissent aussi s'exprimer dans le monde du football comme partout ailleurs. Je vais vous poser une seule question concernant dans l'organisation, quelle peut être la différence entre... Donc, peut-on envisager un impact économique sur la Coupe du Monde de juin qui va se dérouler en France? Ouais, comme je le disais tout à l'heure dans mon propos liminaire concernant ce sujet-ci, il faut dire que la France quand même c'est un pays qui sait mobiliser les fonds. Je pense que les villes sont déjà prêtes et la France a une stratégie et qui me plaît beaucoup et je pense que c'est la stratégie que nous devons également adopter pendant la CAN masculine que nous allons organiser en 2021, c'est que les villes doivent porter la compétition. Chaque ville, vous voyez, l'État français a créé un système de compétitivité, non seulement entre les villes, mais également entre les différentes régions. De telle sorte que chaque ville veut pouvoir engendrer le plus gros chiffre d'affaires pendant la compétition, attirer le plus grand nombre de touristes, attirer le plus grand nombre de sponsors et surtout attirer le plus grand nombre d'équipes en vue de la préparation de la compétition. Et donc, beaucoup, justement, je pense que, et ça, c'est en termes de rentrée financière, je pense que la France, justement, a bien travaillé ce volet-là. Et je pense, enfin, je ne pense même pas, je peux même aujourd'hui parier qu'il s'agira de l'une des compétitions, ou du moins l'une des Coupes du Monde les plus rentables, l'une des Coupes du Monde de football féminin les plus rentables depuis 1991, au vu justement de l'artillerie que prépare aujourd'hui la France en vue de l'organisation. En quelques mots, Yves, sur le plan économique, en quelques mots, s'il te plaît. En quelques mots, il ne faut pas utiliser de grands mots. Vous me demandez en quelques mots, parce que l'impact en lui seul, il ne peut pas qu'être positif. D'ailleurs, l'impact aussi peut être négatif. Donc, dire qu'un impact va être conséquent, moi je suis dubitatif, parce que déjà il faut à tout prix avoir le rapport coût-bénéfice, ou encore on peut essayer de comparer ce qui économiquement était fait existait avant pour pouvoir le comparer au après, mais de façon théorique c'est clair que une Coupe du Monde, l'impact est positif et sur du très long terme, ça il faut le préciser. C'est pas un impact qu'on va toujours voir sur place, c'est vraiment sur du long terme. À long terme. Voilà. D'accord. Alors on a parlé de Lyon, on a parlé de Lyon comme étant je vais dire la capitale du football mondial féminin, bien sûr, capitale du football féminin en France. Alors on va aller du côté de Lyon, on va rencontrer Alexandre Gibaudot qui est le maire adjoint de la ville et qui va nous faire les états de tout ce qui se passe dans le monde de football féminin du côté de la France. Bonsoir Alexandre, et comment tu vas? J'espère que du côté de Lyon ça va. Bonjour à toute l'équipe, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour l'émission. Alors pour répondre à des questions Raksha sur l'organisation de cet événement par la France, il faut savoir qu'on en parle très peu actuellement, puisque la crise socio-politique avec le mouvement des Gilets jaunes a pris le pas sur l'ensemble des autres informations nationales et a totalement éclipsé l'organisation de cet événement par la France. Il y a toutefois quelques chiffres qui sont sortis récemment, notamment sur la diffusion des matchs. Il faut savoir que le groupe Canal+ diffusera l'ensemble des 52 rencontres, donc l'intégralité de la Coupe du Monde, et que le groupe TF1 lui diffusera les 25 meilleures rencontres, donc je ne doute pas que nous verrons certainement le Cameroun, et l'ensemble des matchs de l'équipe de France. Côté purement organisation, 2500 volontaires ont été recrutés par la FIFA sur 13 000 candidatures reçues, ce qui est assez exceptionnel. Sur 2500 volontaires, la moitié sont des femmes. La personne la plus jeune aura 18 ans et la personne la plus âgée aura 87 ans. Et ces personnes viendront de plus de 150 pays différents, et ça va véritablement dans le sens de l'internationalisation de l'organisation de cet événement. Sur le merchandising et la vente des billets, il y aura 1 300 000 billets à la vente. 300 000 ont d'ores et déjà trouvé preneur, dont la majorité évidemment, 60% sont des acheteurs français. Mais fait intéressant, 25% des acheteurs sont des Américains, et vous le savez, l'équipe des États-Unis est l'équipe tenante du titre. Et ce chiffre-là, il est intéressant puisqu'il montre que
la Fédération française de football et la France a eu raison d'organiser cet événement, puisqu'elle va permettre, comme toutes les compétitions internationales d'ailleurs, un flux de personnes, de touristes, de supporters qui vont venir à la fois pour soutenir leur équipe et évidemment pour visiter l'ensemble des villes hôtes de ces matchs-là. Et puis le prix des places, intéressant, prix d'appel, premier prix à 9 €, et puis une finale dont les prix varieront entre 23 € et 84 €. Ce qui fait en sorte que nous sommes vraiment sur une volonté d'attractivité de la part de la Fédération française de football et de la FIFA pour permettre au plus grand nombre d'accéder au stade et d'aller soutenir les joueuses des différentes. Et alors, on va dire que c'est comme ça que se prépare la Coupe du Monde du côté de la France de juin 2019. Concernant la ville de Lyon, qu'est-ce qui est prévu et quel impact est pressenti, Alexandre? La région Auvergne-Rhône-Alpes, je dirais qu'elle a tous les atouts pour tirer son épingle du jeu l'organisation de cette Coupe du Monde. La ville de Grenoble et la ville de Lyon ont été retenues comme stade d'accueil de matchs pour la Coupe du Monde. On peut ajouter à cela le fait que l'Olympique Lyonnais, le club de la ville de Lyon, a gagné les 12 derniers championnats de France, a gagné les 3 dernières éditions de la Ligue des Champions, 2016, 2017 et 2018. Donc on peut imaginer que c'est le meilleur club européen du côté des féminines. Et donc on voit tout le potentiel qui est le nôtre pour véritablement faire de cet événement une vraie réussite. La ville de Bourg-en-Jallieu, qui est située entre Lyon et Grenoble, elle souhaite accueillir une délégation étrangère. J'ai engagé des discussions avec certaines fédérations, et plus particulièrement la fédération du Cameroun, pour accueillir l'équipe sur les 3 semaines, 1 mois qui précéderont le premier match de entrée en compétition de cette Coupe du Monde. Notre souhait, c'est évidemment d'avoir une mise en lumière, une mise en avant de notre ville sur l'accueil d'une équipe, d'avoir des événements autour de cet accueil-là, et puis de faire venir quelques touristes qui ne viendraient pas pour d'autres raisons dans notre ville, mais qui, avec la présence de cette sélection nationale, feraient le détour par chez nous. Et puis évidemment, derrière, ce sont des bénéfices en termes d'hôtellerie, en termes de restauration, en termes d'image, en termes de publicité, sur la culture, sur des événements avec les écoles, sur les scolaires, et ça c'est véritablement l'enjeu d'une collectivité et d'une région comme la nôtre aujourd'hui. On va dire que Alexandre nous a fait le tour et le pourtour de ce qui va se passer tout au long de cette compétition. On vous souhaite du côté de Lyon que du bonheur, d'avoir tout ce que vous souhaitez pour, on va dire, toutes les perspectives que vous avez envisagées pour votre ville, et d'avoir surtout en France une très belle compétition. On en reparlera durant nos éditions. On passe au moment que j'adore. Vous le connaissez tous, c'est le quiz. Alors on relance le jiggle et c'est le moment pour moi de piéger ces garçons. On a parlé de football féminin, évidemment. On va parler aussi de football féminin dans notre quiz. Je vais poser la question à Tatou Vibes. Tatou, quelle est la première année? Tu vas me donner le nom, l'année. Je suis pas la date, l'année. Je suis pas des quartiers. L'année de la première édition de Coupe du Monde féminine. 1991. Non. Oh non. Coupe du Monde, c'est 1991. Non. 1994. Quand j'ai dit Tatou, il m'a fait genre ouais, 1991. Non. 1994. Non. C'est pas sérieux. Yves, tu n'as pas répondu. Non, Tatou, il est déjà par abandon. Donc lui. Pas du quartier. Yves. 90. Non. As-tu tête? Christian. Attends, tu croyais que tu allais échapper? Il calcule 4 ans. 93. 93, non? 70. Ah bon? Oui. 1970. 70. Et je vous attendais là-dessus, vous parliez aujourd'hui, non, en 91. Il était tellement sûr de lui, Franck. 91. Non, 70. Et pourquoi 70? Parce que c'était là qu'on a organisé la première Coupe du Monde, même si elle n'était pas visible, elle n'était pas en vue. Oui, c'est en 70 que ça s'est passé. La première Coupe du Monde organisée par la FIFA. Monsieur, c'est moi le juge ici, c'est 70. Merci. Je parle pas de canne féminine, je parle de Coupe du Monde. C'est un championnat. Tatou, non, tu n'as pas la parole. Combien de... Attendez. Oui. Je peux répondre à ta question? Oui, réponds à ta question, s'il te plaît. Tout le monde a usurpé sa parole.
S'il te plaît. S'il te plaît, Tatou. 71. Qu'est-ce qu'il est raté? Dit 70. Alors, combien de fois les États-Unis, on a parlé, ce sont les tenants du titre actuellement, combien de fois les États-Unis ont gagné ce titre de champion du monde? 2 fois. Non. J'aurais préféré des questions en sciences économiques. Là, on parle des chiffres. Je suis le roi des chiffres. On parle des chiffres. Je suis à côté. Combien de fois? Attends, une date, c'est pas un chiffre. Non, je ne parle pas de date. Je dis combien de fois? Combien de fois? Non, mais c'est à tue-tête. 3. Oui, 3. Ouais, vous allez quand même le poser, c'est la première fois qu'il gagne. Ok, vous allez me donner le nom d'un club qui a gagné, un club, hein, je dis, qui a gagné, ou on va dire, un membre d'un pays qui est dans un club et qui a gagné la Coupe du Monde. Si vraiment vous êtes intelligent. Le membre d'un quoi, pardon? Le nom d'une joueuse, si vous voulez, qui est dans un club et qui a gagné la Coupe du Monde. Ada. Martha. Hope Solo. Non. Martha du Brésil. Martha du Brésil. Hope Solo. Elle est coach. Martha du Brésil. Elle était. C'est quand même. Elle a gagné, oui. Elle a gagné. Arrêtez. Mais donc les détails. C'est vrai, tu as les détails, s'il te plaît. Oh non, ça va, je parle. Dans quel club et dans quel pays? Je parle dans quel pays? Est-ce que tu sais que tu as regardé par les téléspectateurs? Tu ne connais plus en fait. Il a fait le plus dur. Oui, Franck. Martha du Brésil. Oui, qui évolue au Flamengo. Oui. T'as même pas honte. Oui, ça fait je pense qu'on va je vais élaborer mon propre. Je pense qu'on va dire. Se dire au revoir parce que là c'est la cata. Bon, on a eu Martha aussi qui est brésilienne. On a qui est américaine. Qui est américaine. Elle a été gardienne. Voilà. Vous allez dire au revoir s'il vous plaît parce que vous me fatiguez. Vous allez dire au revoir. Christian, un dernier mot. C'était un plaisir. Plaisir partagé. C'était très intéressant. On espère que n'avons pas prêché au désert. Parce que tout ce que nous avons dit ici, c'est des choses qui ont été parfois dites ailleurs et que parfois ont été dites même sur ce même plateau. On a tendance que il y a un problème de transparence. C'est le mot que je retiens le plus, la transparence. Transparence au football camerounais. On a sincèrement besoin. D'accord. Yves? Moi, je serais toujours ravi d'être là, hein, vous savez. Et maintenant que on va dire quoi? Les concepts commencent à entrer. Sans transparence, il n'y a pas de traçabilité. C'est plus facile de tracer ce qui a été dévoilé aux yeux du jour. Donc, moi, je suis prêt. J'attends le marché. Hein. Oui. Il faut prendre aussi. Hein. Oui, non, moi, j'attends le marché. J'ai dit 30 clubs, c'est un minimum de 6 mois. Pour tous les clubs. Pas pour un seul club. C'est vraiment pour tous les clubs. Et je suis sûr qu'ils vont me détester de toute la transparence que je vais y mettre. Pierre. Il regarde les statuts WhatsApp. Non. Pierre, je vais interdire les téléphones. Je regarde les statuts WhatsApp. Oui. J'ai en train de cogiter en fait. Oui. Je cogite pourquoi? Parce que. C'est un mot de conclusion. Hein, oui. Merci. Je cogite pourquoi? Parce que les présidents de clubs se plaignent chaque fois qu'ils n'ont pas d'argent. Oui. Ils ont besoin d'argent, qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir tenir une saison. Exactement. Alors, ce que nous on demande aux présidents de clubs, c'est si votre organisation, avec votre club, est bien structuré, bien organisé et qu'il y ait de la transparence, nous on vous trouvera des sponsors, des ressources pour pouvoir tenir. Parce que le sponsor, quand il vient quelque part, il vient faire une activation de produit. Oui. Le football aujourd'hui est l'un des meilleurs vecteurs de communication au monde, si ce n'est même le meilleur. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, il faudrait qu'on puisse capitaliser dessus et que les présidents de clubs puissent faire de l'argent sans avoir à piocher dans l'argent des subventions de l'État. Dans l'argent de l'État, pardon. Moi, 2 mots, rigueur au niveau de la gestion des clubs de football, parce que tant qu'on n'aura pas une véritable cohésion, ce sera très difficile à un certain moment de pouvoir véritablement parler de professionnalisme. Donc il faut beaucoup de rigueur, je crois que c'est ce qui a fait la force de la FIFA et aujourd'hui la force de la CAF, et valorisons notre football féminin. Honnêtement, je pense que nous avons battu des records mondiaux en termes de mobilisation lors de la dernière CAN. Je pense que le Cameroun aujourd'hui est l'un des seuls pays africains qui peut
prétendent organiser une Coupe du Monde et que ça ne choque personne. Et on a aujourd'hui, si tout se passe bien d'ici juin, on aura les infrastructures pour le faire. Et donc, il faut valoriser le football féminin. Ces filles aujourd'hui ont énormément de talent et je pense que accompagnons ces filles justement à la Coupe du Monde. Elles peuvent atteindre aujourd'hui le second tour éliminatoire de la Coupe du Monde. On croit en elles et puis voilà. Moi, je passe comme ça le bonjour à toute l'équipe justement qui se bat, au coach Alain Djemfa et à tout son staff. Et dire que voilà, on peut aujourd'hui valoriser le football à travers la femme parce qu'il s'agit d'une cause sociale et cela nous permettra d'atteindre les objectifs de développement durable. Tu n'as pas conclu. On est encore sur mon plateau et j'ai coupé la parole à tout le monde. Je vais tout simplement vous dire à vous, chers téléspectateurs, de les supporter. Vous savez, c'est comme ça. Il faut les supporter. C'est un plaisir pour moi de passer ce laps de temps avec vous. Il était assez, mais il était petit en même temps parce qu'on avait tellement de choses à nous dire. On a des présidents du club qui devraient payer leurs joueurs. Je vais le chasser. Je vais te chasser. D'accord. Payez vos joueurs. Payez vos joueurs, nos consultants, nos experts vous l'ont dit. Et surtout, restez business, économie, management du sport. Vous savez, nous sommes ici et nous parlerons toujours et toujours et toujours. Je vais faire un coucou comme ça à un fan, à Fred Billet. Et c'est son anniversaire. Son anniversaire qui était le 15. Joyeux anniversaire à toi, Fred Billet. Et chers téléspectateurs, soyez toujours économe, ça aide. Demandez à Yves, va vous le dire. Et restez en bonne santé. Au revoir et bon dimanche, on se retrouve. Bonne santé.